Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sous le Capot. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente, ça va pas forcément être de la mécanique. On va faire de l'électronique, donc je vais vous présenter cette petite valise diagnostic, là. C'est la Topdon Topscan. Et voilà, donc je l'ai achetée il y a maintenant 6 mois et je trouve qu'elle marche vraiment bien. Donc maintenant je vais vous montrer un peu ce qu'elle peut faire. Alors, l'idée de cette petite vidéo, c'est vraiment pour moi de combler un vide que je trouvais sur YouTube en me renseignant pour cette valise avant de l'acheter. C'est de tester plusieurs voitures avec de plusieurs marques, plusieurs années, plusieurs motorisations différentes. Donc j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui sont payés par la marque pour faire des tests. Et en général, ces gens-là n'essayent que des voitures, enfin en général une voiture par vidéo, et c'est souvent des voitures allemandes, parce que les voitures allemandes ont des systèmes d'exploitation beaucoup plus ouverts, et du coup c'est beaucoup plus simple de faire des trucs de fou avec. Donc aujourd'hui, moi je vais tester ça sur 3 voitures, 2 françaises et une allemande, et on va voir ce que ça va donner. Donc, Topdon, qu'est-ce que c'est? C'est un fabricant de valises diagnostiques chinois qui fait des valises vraiment des débutantes pour particuliers jusqu'aux valises pro à plusieurs milliers d'euros. Donc ça, c'est le moyen de gamme pour les particuliers, c'est la Topdon Topscan. Et qu'est-ce qu'elle a de si particulier? En fait, c'est une valise qui est un peu plus complexe que les valises au BD2 classiques qu'on trouve à 10-20 euros sur Amazon ou AliExpress. La différence, c'est que celle-là, elle parle pas que le langage OBD2 qui est standard, classique entre toutes les voitures. Celle-là, elle peut avoir le langage de chaque constructeur spécifique sur chaque modèle de voiture. Donc ça, je vais vous montrer après. On peut télécharger sur l'application, on a une liste. On peut télécharger vraiment tout le système d'exploitation de chaque marque. Alors ça, du coup, ça la rend vraiment assez puissante parce que par rapport à d'autres valises du même prix qui pourront lire vraiment que les codes défauts classiques, donc le calculateur moteur ou alors certains codes défauts du calculateur d'airbag, celle-là, elle peut vraiment aller communiquer avec tous les calculateurs de la voiture. Donc le calculateur habitacle qui gère toutes les fonctions de confort, moteur, les radars de stationnement, la clim, vraiment tout. Et du coup, ça permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus poussé, beaucoup plus de détails en temps réel. Et aussi, donc petite particularité de celle-là, c'est qu'elle est bidirectionnelle, donc elle peut même envoyer des commandes à la voiture. Je vais vous montrer ça après, c'est assez sympa. Bon, donc on va aller maintenant la brancher. Pour ça, il faut d'abord forcément localiser le port OBD2, et ça va dépendre un peu de chaque voiture. Alors, on va commencer par filmer sur cette petite Mégane 2. Donc tout d'abord, il faut localiser la prise OBD, forcément, pour pouvoir la brancher. Alors sur la Mégane, la prise OBD est là, juste derrière le petit cache, donc il faut, j'aime bien mettre un petit tournevis au-dessus pour la déclipser. Alors, un petit tournevis, je vais glisser au-dessus. Voilà. Bon, ce plastique est sorti. Et on peut brancher la valise. Bien sûr, avant de commencer, ce qu'il faut, c'est mettre le contact. C'est un peu particulier sur la Mégane 2. La plupart des voitures, il suffit d'appuyer sur Start sans appuyer sur les pédales. Là, sur la Mégane, c'est un espèce de demi-contact qui donne accès qu'aux accessoires, donc climatisation, autoradio, etc. Pour mettre le vrai contact, ce qu'il faut, c'est, même si on a comme moi le kit main libre, il faut absolument mettre la carte dedans. Et ensuite maintenir le bouton jusqu'à temps le volant se déverrouiller. Voilà. Maintenant, on a le vrai contact, donc avec le compteur qui fonctionne, etc. Alors, maintenant que la valise est branchée, donc voilà le menu principal de l'application Top Guru. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est en haut à gauche la partie diagnostic. Là, on a donc, je vous disais tout à l'heure, toutes les marques disponibles sur l'application. Donc vous voyez, pour chaque marque, on a un petit bouton de download, on a l'option de télécharger toutes les données des systèmes d'exploitation des voitures de cette marque-là. Bon, en l'occurrence, j'ai déjà téléchargé ce qui m'intéresse. Donc ensuite, on va en haut à droite sur la petite icône avec la voiture. On appuie dessus. Et là, on a donc soit l'option de détecter le VIN automatiquement, soit entrer manuellement le VIN, ou alors scanner une photo du VIN de la carte grise, ou alors du VIN de la bête pare-brise. L'intérêt de ça, c'est que avec le VIN, elle arrive à savoir exactement quels sont les modules qui doivent être présents dans la voiture. Donc moi, je vais faire la découverte automatique. Et là, on va attendre. Ah, voilà, bon, c'était assez rapide. Donc, on est bien dans une Renault. Là, il me confirme le VIN. Je fais confirmer. Voilà, il a trouvé que ça correspond bien à une Mégane 2 avec le moteur F9Q. Confirmer.
Et là, on a le menu principal, donc ce qui va nous intéresser surtout en fait, Hot Functions, c'est des fonctions qu'on peut effectuer rapidement, comme réinitialiser la batterie pour les voitures qui ont le stop and start, l'indicateur de vidange ou quoi. Mais enfin, c'est juste des raccourcis, toutes les options sont dans tous les cas disponibles dans chaque calculateur dans le menu Autoscan. Là, j'appuie dessus. Là, on a la liste de tous les calculateurs qui sont censés être présents sur ma voiture. Et là, j'appuie sur Scan en bas à gauche et ça va scanner tous les modules de la voiture. Donc là, ça prend un peu de temps. Je vous dirai exactement à la fin combien de temps ça a pris. Alors là, j'ai vu qu'il y a des voyants qui ont clignoté au tableau de bord, donc c'est parfaitement normal. Là, vu qu'ils communiquent avec chaque calculateur, des fois, il peut y avoir des petites interruptions électriques et ça fait redémarrer le tableau de bord. Donc c'est parfaitement normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est bon, donc la recherche de panne est terminée. Là forcément ça a pris pas mal de temps, donc il faut savoir que plus une voiture est moderne, plus il va y avoir de calculateurs qui s'affichent sur cette liste-là, et forcément plus ça va prendre de temps pour le scan complet. Alors la première chose que je vais faire là déjà, c'est appuyer en bas à gauche sur Report, je vous montrerai après ce que ça fait. Hop. Bon, pré-scan, ça c'est pas grave, c'est juste pour donner un nom à notre rapport. Confirmer, sauvegarder. Voilà, on peut revenir en arrière, je repasserai après sur tout le menu des rapports. Et là, donc on voit tous les calculateurs qui ont été détectés sur la voiture. Donc on voit qu'il y en a en bas, donc nos DTC, c'est tous ceux qui n'ont aucun code défaut. Et en haut, on voit qu'il y en a certains qui ont des codes défauts. Donc je vais appuyer au hasard sur le calculateur du CH, unité centrale habitacle. Voilà. Là, on arrive donc dans un sous-menu, on peut avoir donc des informations sur le calculateur, lire les codes défauts, supprimer les codes défauts. DataStream, c'est toutes les données en temps réel. Donc ça, c'est pas mal, je vous montrerai après. Ou alors des tests actifs. C'est là qu'on envoie des commandes en fait à la voiture et qu'on peut tester différentes choses. Donc par exemple, si je vais lire les codes défauts, qu'est-ce que c'est? On attend, il communique avec le véhicule. Voilà, donc le code DF005, pile de carte faible. Bon, ça, en plus c'est un code historique, donc c'est même pas sûr que ce soit d'actualité. Et là je peux supprimer, donc je peux faire clear. Le contact doit être mis et le moteur doit être coupé, oui. Voilà, là il a relu les codes défauts sur l'UCH et il n'y a plus de code, donc parfait, on confirme. Si on va dans DataStream, c'est là qu'on a toutes les données qu'on peut lire en temps réel. Donc c'est pas mal, si on va dans All Signals par exemple. Là, on a vraiment tous les boutons, toutes les données de l'intérieur de la voiture. Est-ce que le coffre est ouvert ou pas? Enfin, on a vraiment tous les capteurs, donc tout ce que c'est la voiture. On peut tout trouver ici. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, par exemple, si on va dans Test actif, là c'est pas mal, c'est tous les tests qu'on peut effectuer sur la voiture. Comme par exemple, verrouillage centralisé, confirmer. Là, je ne comprends pas ce que c'est ce menu bizarre. Je sélectionne rien. Ah voilà, donc pour activer la commande, on appuie sur OK. Ah, là on a entendu. Tout s'est verrouillé. C'est bon. Et là du coup, on peut faire normalement l'inverse. Si on déverrouille tout, pareil, confirmer. Bon, je vais faire pareil, custom list, OK. Voilà, là c'est déverrouillé. Non, c'est vraiment pas mal. Et du coup, il y a plein de fonctionnalités comme ça vraiment sur chaque module différent. On peut faire des tests différents et tout. C'est vraiment pas mal. Bon, on va aller voir dans le calculateur d'injection. J'ai beaucoup de codes défauts. À moins que ce soit plus détaillé, pardon. Si on va voir, là il y a une donnée en plus qui me semble très intéressante, c'est le petit flocon qu'on voit là. Hop, je vais prendre par exemple ce code défaut là, parce que ça c'est moi qui l'ai causé. Je suis en train de diagnostiquer un truc, donc j'ai débranché le débitmètre. Et si on appuie sur le flocon, on a l'option Memory Freeze Frame. Et là il nous montre exactement les données qui ont été enregistrées au moment où le défaut est apparu. Donc température de l'air, pression atmosphérique, enfin plein de données qui pourraient nous aider à diagnostiquer ce qui s'est passé. Et on peut comparer avec le contexte actuel. Donc là, c'est vraiment les données lues actuellement en temps réel.
Là, si je vais dans Special Function, par exemple, configuration, là, on va éviter de faire ça. Donc là, on peut en théorie réinitialiser les calculateurs et tout, mais je vais vraiment pas me lancer là-dedans parce que je m'y connais clairement pas assez. Donc on va rester sur les trucs classiques. Là, on a la possibilité de tester différents trucs. C'est assez poussé. Hop. Et ensuite, donc pour quitter ça, je vais laisser, comme j'ai dit, j'essaie de diagnostiquer un truc sur le moteur, donc je vais pas supprimer tous les codes défauts maintenant. Hop, pour quitter, on appuie en haut à gauche sur la flèche retour. Est-ce que vous voulez quitter? Oui. Retour, oui. N'oubliez pas d'enlever la valise, oui. Là, on est revenu donc au menu principal. Et là, il y a deux choses que je voulais vous montrer. Tout d'abord, bon, je vais commencer par la partie rapport. Donc, dans moi, en bas à droite, on a Diagnostic Report. Et là, on voit donc classé par date tous les rapports qu'on a édités par le passé. Et quand on clique dessus, en fait, c'est juste un document PDF. Donc voilà, avec tous les rapports, donc les différents codes défauts qu'on a eu, avec ensuite pour chaque module, le code défaut, la description, ensuite le statut, donc soit s'il est enregistré en mémoire ou s'il est actuellement en défaut. Et donc ça, on peut vraiment appuyer sur le bouton partager, on peut l'envoyer par n'importe quel moyen, et c'est vraiment juste un document PDF. Donc il n'y a pas besoin de télécharger une application spécifique pour le lire, un truc spécifique à Top Down ou quoi. On peut vraiment le lire avec n'importe quel lecteur de documents PDF. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et la deuxième fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante, et encore, faut pas utiliser ça sur route ouverte, c'est la partie performance du véhicule. Voilà, donc ils nous préviennent qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça sur route ouverte. Donc forcément, je vais pas le faire maintenant. Et là, en fait, on a juste un petit affichage qui indique à droite le couple, à gauche les chevaux estimés par la voiture et au milieu le kilométrage. Et en fait, dès qu'on accélère, il détecte tout seul qu'on commence à accélérer et il nous mesure les différentes données. Donc on a à chaque fois la vitesse, enfin le temps passé pour faire 20 mètres, 100 mètres, 200 mètres et tout. Et à la fin, on peut avoir un super rapport. Bon, je l'ai pas fait aujourd'hui, mais on peut avoir un rapport avec le temps qu'il nous a fallu pour arriver de 0 à 100 km/h et d'autres données intéressantes. Donc non, vraiment, je trouve ça c'est drôle. C'est pas forcément utile, mais ça peut être intéressant à voir quand on n'a pas l'argent de faire un passage au banc. Et voilà à peu près, donc j'ai pas été dans les détails. Dans les fonctions, la partie fonction spéciale, en fonction du calculateur, on peut reset les mêmes choses qu'on a là dans la partie maintenance. Donc l'indicateur d'huile, le frein à main électronique, l'ABS, tout ça. Mais ça va dépendre de la voiture, donc là sur la mienne, il n'y a pas ce genre de truc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... Là, une fois qu'on est sur ce menu-là, on peut couper le contact, débrancher la valise, et on va se retrouver là sur une autre voiture maintenant. De la même manière, pour couper le contact, une fois qu'on a forcé le vrai contact sur la Mégane 2, vous voyez que si on appuie une seule fois, et il y appuyé deux fois, donc j'appuie une deuxième fois. Maintenant, on a entendu tous les bruits électriques qui sont éteints, ventilateurs, etc. Et quand on retire la carte, voilà, le volant est reverrouillé, donc là c'est bon, la voiture est éteinte. Alors, maintenant on se retrouve sur une petite 508 avec la particularité que la prise OBD2 est plus facile d'accès. Il suffit juste d'enlever le cendrier, elle est juste derrière le levier de vitesse. Là, on peut prendre notre valise. Hop, et la brancher, voilà. Et une deuxième particularité de cette voiture, c'est que là il faut mettre la clé dans le lecteur de clé. Sinon, elle va pas nous laisser effacer les défauts. On a accès à tout ce qui est en lecture, mais si la clé n'est pas là-dedans, on ne pourra pas effacer les défauts. Et maintenant, donc pareil, on reprend notre application. Donc de la même manière, on va venir mettre le contact. Voilà. Ensuite, diagnostic. On coupe le son. On refait découverte automatique du VIN. Voilà, c'est bon, il a réussi à trouver le VIN. Donc on voit que là, en fonction des voitures, ça prend plus de temps. Là, ça a pris vraiment pas mal de temps. Donc là, c'est une Peugeot. On confirme. Il a bien lu le VIN, on confirme. C'est une 508 de l'année 2014, oui. Parfait. Et on se retrouve donc sur le même menu qu'avant. Là voilà, il nous prévient juste que sur les véhicules avec la clé main libre, il faut bien mettre la clé dans le petit emplacement à gauche. On confirme.
Et là pareil, là on a une liste de calculateurs et comme avec la Mégane, on peut refaire un scan complet. Pareil, là on voit que les compteurs font un peu n'importe quoi. Là il y avait un voyant d'anti-patinage qui s'est allumé. Bon, là il s'est enlevé. Donc non, ça c'est parfaitement normal. Alors là on a un message qui dit soyez sûr que le contact est coupé. Donc ignition off. Pour pouvoir communiquer avec, ah oui, avec le verrouillage électrique de la colonne de direction. Donc là je coupe le contact. Et là, il nous demande donc de rallumer le contact. Voilà. Parfait. Bon, là, on voit que ça a pris un peu plus de temps que sur la Mégane, parce que bon, la Mégane est de 2007, donc il n'y avait pas beaucoup de modules. Là, sur une 508 de 2014, il commence à y en avoir. Et là, on a exactement donc, le même affichage qu'avant, avec les différents modules, les erreurs dans chaque module. Ah bon, après, faut pas non plus forcément paniquer. Une voiture avec autant de modules qui communiquent entre eux, il y a forcément plein de petites erreurs. Là, je sais pas, par exemple, regarde, calculateur de feu de route automatique. Si on lit les codes défauts, voilà, c'est un code intermittent qui dit la vitesse reçue par le calculateur est invalide. Donc ça, c'est vraiment juste des problèmes de communication entre les modules. Et ensuite, du coup, de la même manière, on peut aller dans les différents modules, voir les données en temps réel, faire des tests, etc. Confirmer. Pareil, donc les tests actifs ne fonctionnent pas avec le moteur tournant. On a la partie lumière. Alors on voit que là on a beaucoup plus d'options pour contrôler l'éclairage que sur la Mégane. Lumière de courtoisie avant. Ah ouais, la lumière s'est allumée en haut pendant 5 secondes. Ah, et pourtant on a eu un message d'erreur. Activation pas possible, bizarre. Bon, pourtant ça a marché, donc ouais. Après ça c'est des bugs logiciels entre la voiture qui a 10 ans et 200 000 km, la valise qui forcément doit aussi s'adapter à toutes les voitures, c'est assez complet. On peut faire vraiment beaucoup de tests avec. Bah, elle m'a aidé à faire plusieurs diagnostics, donc forcément, sinon je vous en parlerai pas. Un code défaut. Et voilà, en code défaut, le premier là, c'est une erreur qui n'est pas enregistrée. C'est vraiment le code faute non enregistrée dans les logs défauts. Et après, bon, plein d'autres codes. Donc voilà, ça c'est forcément, plus la voiture est moderne, plus il y aura de codes bizarres. Voilà. Hop. Mais ouais. Enfin voilà. On a beaucoup d'informations. Et du coup, forcément, pour tout ce qui est diagnostic, ça aide énormément. Là, si je reviens dans le moteur, je vois que j'ai des codes au niveau du moteur. Hop, on confirme, lecture de code. Voilà, le premier code défaut ici, donc défaut du filtre à particules. Ça, c'est un défaut spécifique à Peugeot. Donc, au bout d'un certain kilométrage calculé par la voiture, il y a un code défaut qui apparaît sur le filtre à particules et du coup, ça préconise de le changer. Ce qui n'est pas du tout le cas chez moi, donc il fonctionne très bien. Je ne sais pas si on peut voir les données au moment de l'apparition du code. Voilà, donc pression différentielle dans le filtre à particules 0,001 bar, ça nécessite clairement pas de le changer. Donc il n'y a pas aucun souci particulier. Enfin, j'ai pas de code défaut au tableau de bord, j'ai strictement rien. Donc ça, c'est vraiment un code qui apparaît sur toutes les Peugeot au-delà de 180 ou 200 000 km à peu près. Et le deuxième, c'est vraiment un problème de communication avec le BSI, donc le module à l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est ça, c'est pas des trucs graves du tout. Voilà, je peux faire pour vous montrer donc suppression des codes défauts. Donc pour supprimer tous les codes défauts, donc le moteur doit être coupé et la boîte de vitesse doit être en neutre ou en parking. Parfait. On attend.
Et on va voir les codes défauts qui vont revenir après la suppression. En fait, il supprime d'abord tous les codes, ensuite il refait une passe de lecture sur tous les modules qui étaient en défaut. Et on va voir après donc. Donc voilà, il a terminé. Donc là, il n'y a plus que 2 codes défauts qui sont revenus. Un sur le service de... Comment ça s'appelle, les services d'appel d'urgence là. Et le code défaut au niveau du moteur, je suppose que c'est encore celui du filtre à particules. Lecture des codes défauts, oui voilà, forcément. Alors bon, il faut savoir que ça, avec... c'est quoi, fonction spéciale, pack de réparation, action de service. Là, je peux lui faire croire que j'ai travaillé sur Work on Emission Control. Je peux lui faire croire que, soit le forcer à faire une régénération de filtre à particules, ou alors carrément lui faire croire que j'ai remplacé, pièces de réparation, lui faire croire que j'ai remplacé des pièces. Donc auquel cas, si je lui fais croire que j'ai remplacé, voilà comme là, je lui fais croire que j'ai remplacé le filtre à particules, forcément ça va supprimer le défaut. Mais vu que je ne l'ai pas vraiment remplacé, j'ai pas envie que ça crée d'autres problèmes au niveau de la voiture qui lance des nouveaux apprentissages ou qui croit qu'elle a un nouveau FAP. Donc voilà, je pourrais en théorie le supprimer, mais je vais laisser comme ça. C'est pas, enfin de toute façon c'est un code défaut qui n'affiche pas devant au tableau de bord, donc c'est pas grave. Petite mention spéciale à toutes les Peugeot qui ont des soucis d'AdBlue. Forcément, vu que j'ai un moteur Blue HDI, forcément j'ai eu le souci d'AdBlue sur cette voiture. Il y a un code défaut qui apparaît, circuit d'AdBlue non fonctionnel. Et à partir de là, il y a à peu près 1200 ou 1300 km avant que la voiture se bloque et refuse de démarrer. Et ben j'ai trouvé que si on supprime le code défaut et qu'on va dans fonction spéciale, pack de réparation, pièces de remplacement, on confirme, emission control, et qu'on lui fait croire qu'on a remplacé le truc en haut à droite, on lui fait croire qu'on a remplacé le réservoir d'AdBlue, bah ça, forcément le défaut il revient, mais ça remet le compteur de kilomètres à zéro. Donc ça peut être pas mal, moi ça m'avait sauvé des vacances. Donc au lieu d'aller chez Peugeot, bah, j'arrêtais pas de prendre ma petite valise et de remettre le compteur de kilomètres à zéro. Et avant d'aller en concession pour faire remplacer la pièce. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça, voilà, ça, avant d'avoir ce genre de valise, c'était des trucs qui étaient faisables vraiment que avec la valise constructeur. Donc le fait d'avoir toutes ces petites options dans une valise aussi petite qui tient dans la poche et qui coûte aussi peu cher, franchement, je trouve ça pas mal. Bon, maintenant, on va quitter. Et je vous retrouve tout de suite dans la 3e voiture. Alors, nous voilà maintenant sur une petite Ford Fiesta. L'avantage avec Ford, c'est que les prises OBD sont en général relativement accessibles. Donc là, c'est facile. C'est juste en bas. Hop. Maintenant, on peut mettre le contact. Voilà. Et ensuite, c'est pareil. Donc là, on recommence. Diagnostic. Recherche du VIN automatique. Et on attend. Voilà, de la même manière, il a trouvé le VIN. C'était rapide cette fois. J'ai pas précisé, c'est une Fiesta de 2017. Celle-là, donc elle est un peu plus récente que la 508 qu'on a fait avant. Donc on va voir combien de modules il y a. C'est vrai que j'ai jamais fait sur cette voiture. Alors, donc il a terminé la recherche des différentes opérations possibles. Ça, je sais pas ce que c'est, control unit. C'est les différents modules, j'ai l'impression, de la voiture. Bon, on va faire comme d'habitude, autoscan, tous les modules, scan. Bon, alors là, j'ai forcément pas grand chose à dire. En même temps, la voiture a 43 000 km contre plus de 200 000 pour la Mégane et la 508 que vous avez vu avant. Donc là, forcément, il y a beaucoup moins de codes défauts. Si je regarde le seul qui est là, demande. Bah, tension de la batterie. Bon, ça j'ai remplacé la batterie sur cette voiture il y a à peu près 1 an, donc ça devait dater de ce moment-là. Et sinon, je vais regarder un peu, c'est la première fois que je me connecte avec cette valise. Data stream, ouais, ça prend un peu plus de temps quand même que les autres pour communiquer avec chaque module. Alors, il en a tous les éléments. Wow. Ouais, c'est un peu moins bien fait que les autres. Là, on a tous les éléments qui sont donc contrôlés par l'IPC. L'IPC, c'est l'équivalent UCH ou BSI chez Renault et Peugeot. Donc, c'est ce qui contrôle tout l'intérieur de l'habitacle. Je
Je fais select all, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, j'ai absolument toutes les données en temps réel. Elles sont pas triées par catégorie comme les autres. Il y a toujours les informations dont on a besoin, donc je vais pas critiquer. Un test actif, est-ce qu'on peut faire des trucs avec cette voiture-là? Et du coup, j'ai précisé au début, j'avais précisé 2 voitures françaises, donc la 508 et la Mégane, et une allemande, donc celle-là. Parce que même si Ford c'est américain, la Fiesta, elle est designée et construite, enfin designée en tout cas en Allemagne et construite en Belgique, je crois, ou en Espagne, je sais plus. Mais c'est une voiture pseudo-allemande, quoi. C'est pas le même Ford aux États-Unis qui fait les pick-up. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme test? Ah, je sais pas si on voit à la caméra, mais là, du coup, il m'a allumé en effet. Je sais pas si on va le voir. Le clignotant à droite, on voit pas. Ok, pas mal. Là, off, et ça l'éteint. Excellent. Est-ce que je peux faire la même chose avec le clignotant gauche? Left turn signal, cancel. Et là, du coup, si je fais on, ouais, voilà, ça m'a allumé le clignotant à gauche. Excellent. Ben voilà, on peut utiliser à peu près de la même manière pour tester différents paramètres de la voiture. Non, c'est plus ou moins la même chose. Donc les données en temps réel, les tests. Par contre, c'est vrai que du coup, sur la 508, il y avait aussi la partie où on pouvait lui faire apprendre de nouvelles pièces. Et ça, je vois que c'est pas possible avec la Fiesta. Mais après, c'est pareil, ça dépend de ce que fait chaque constructeur. Si ça se trouve, Ford n'a pas implémenté le fait de devoir signaler à la valise à chaque fois qu'on remplace une pièce. Alors que c'est le cas chez Peugeot, vu qu'il y a plein d'apprentissages spécifiques de l'usure des pièces. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, donc on se retrouve dans la Mégane pour étudier un peu la partie financière. Donc cette petite valise telle que présentée, la Top Down Top Scan Lite, elle vaut à peu près entre 50 et 70 euros selon les réductions. Et le seul inconvénient, c'est qu'elle requiert un abonnement annuel qui est de 50 euros si je ne me trompe pas, avec la première année offerte au moment de l'achat de la valise. Et elle existe également en version Top Scan Pro. Et celle-là, je vais vous mettre à l'écran, elle a quelques fonctionnalités en plus, juste en termes de service, enfin toutes les fonctionnalités listées sur leur site, quoi. Et je crois que le seul truc intéressant qu'elle peut faire en plus, c'est le codage des injecteurs, que celle-là ne fait pas. Sauf que la version Pro, autant à l'achat, elle coûte, je crois, une vingtaine d'euros de plus, à peu près, 20-30 euros de plus. Par contre, après l'abonnement annuel, il passe de 50 à 100 euros. Donc voilà, pour moi, c'était pas nécessaire, donc j'ai pris la version Lite. Et ça me sert très largement pour tout ce que j'ai besoin de faire. La seule fois où vraiment elle n'a pas marché comme annoncé, comme ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est pour la petite Twingo que vous voyez dans mes précédentes vidéos. Là, en même temps, la voiture est de 2003, donc je pense que c'est parce qu'elle est un peu plus ancienne. Elle ne peut pas reconnaître automatiquement le VIN. Donc je dois aller prendre en photo le pare-brise et enfin, je vous ai montré la fonctionnalité pour scanner le VIN. Et une fois que le VIN est entré, là, elle marche parfaitement normalement. Donc voilà, donc je la recommande, franchement elle est vraiment pas mal. Donc j'ai pu utiliser par le passé des valises constructeurs, comme ForScan pour Ford ou Diagbox pour les voitures Peugeot. Et bah, par rapport à Diagbox que j'ai beaucoup utilisé, franchement 90% de ce que fait Diagbox, elle peut le faire. Donc la seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est en effet de modifier des calculateurs, de réécrire des paramètres, ou de tout ce qui est rajout d'options, trucs comme ça, elle ne va pas pouvoir le faire. Mais en termes de panne, résolution de panne et tout, c'est remplacement de pièces, résolution de panne, c'est franchement assez proche. Donc non, je la recommande grandement. Pour ceux qui se poseraient la question, je vous ai montré le logiciel sur mon téléphone en anglais. Donc en effet, j'ai la chance de savoir parler anglais, donc je peux me permettre de l'utiliser et du coup sans trop de soucis. Il existe une version en français, donc il n'y a pas de souci pour changer la langue. D'après ce que j'ai lu sur internet, il y avait 2-3 erreurs de traduction à certains endroits, mais la version française sinon fonctionne assez bien. Pour ceux qui se demandent, je ne suis pas du tout sponsorisé, sponsorisé par Top Down ou qui que ce soit, donc voilà, cette valise à 60 euros, je crois que je l'avais payée à l'époque, c'est moi qui l'ai payée pour mes propres besoins et pour toutes les voitures que j'entretiens, pour les miennes et celles de mes proches. Donc non, je suis pas du tout faussement positif, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc j'ai vraiment bien apprécié cette valise, j'en ai utilisé d'autres par le passé, autant des valises OBD standard à 20 euros, ou alors la fameuse valise Carly qui faisait à une époque des pubs absolument partout.
Et je dois avouer que j'ai vraiment pas aimé cette valise. Donc Carly, elle faisait énormément de marketing. Elle coûtait sensiblement le même prix que celle-là pour beaucoup de fonctions en moins. Quoi qu'il en soit, donc c'est une valise que j'ai beaucoup appréciée et que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai achetée. Enfin même ça se voit, elle est en assez mauvais état. Je la garde dans un sac et je la trimballe partout avec moi. Donc non, je vais vous mettre un lien Amazon affilié si vous voulez l'acheter directement dans la description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce petit essai de valise diagnostic et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Sous le Capot.